à être l'un des membres, des nombreux membres de la mission militaire administrative française qui doit, si elle est autorisée par le suprême commandement interallié, assumer la mise en place d'institutions françaises sur le sol français à mesure que les forces alliées le libéreront. Et je suis là et j'attends. Vous attendez, et ce problème est une vraie crise qu'il y a entre De Gaulle et les Alliés, une crise qu'on analysera tout à l'heure, après avoir vu les actualités allemandes d'abord, puis américaines. In den deutschen Hochschulen hat das Sommersemester des 5. Kriegsjahres begonnen. Kriegsversehrte und beurlaubte Soldaten erhalten auch heute durch hervorragende Professoren die beste Ausbildung. Professor Schmidt, selbst Frontkämpfer und Träger des Deutschen Kreuzes in Gold, bei einer Vorlesung über die neuesten Leistungen der Chemie. Die Kameradschaft des Studentenbundes bildet den Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens. Diskussion über Fragen der Weltpolitik. Die Kameradschaft trägt den Namen Friedrich Friesen, des Begründers der Burschenschaften und Schöpfers der deutschen Leibesertüchtigung. Sportfechten gibt den Studenten willkommenen Ausgleich zur wissenschaftlichen Arbeit. Der deutsche Kunstreiter José Moser beim Morgentraining in einem Pariser Park. Hohe Schule mit dem prachtvollen Schimmelhengst Sultan. In der Berliner Scala findet das ausländische Künstlerpaar Herrera und Dolmo mit seinem Schlangentanz große Beachtung. Die Tänzerin umspielt mit schlangenhafter Beweglichkeit ihren Partner. Mit der Darstellung des Kampfes zwischen Mensch und Schlange endet diese eigenartige Darbietung. (20.000 tschechische Ackerbauern und Arbeiter aus dem Hodenland fanden sich zu einer antibolschewistischen Kundgebung zusammen. Ugo Toscani, der Vertreter des öffentlichen Aufklärungsdienstes, begründet in seiner Rede die Haltung des tschechischen Menschen gegenüber dem Bolschewismus. Der schaffende Tscheche lehnt es ab, ein Sklave fremder Willkür zu werden. Diese Bauern und Arbeiter wissen aus eigener Erfahrung, wer hinter dem Bolschewismus steckt. Der Jude. Wo es in der Welt um Profit und Macht geht, da tritt er rücksichtslos in Erscheinung. In Moskau empfingen diese würdigen Vertreter der jüdischen Rasse Kulturpreise, die sie sich wie überall geschickt in die Hände spielten. So begannen sie einst, diese bolschewistischen Kulturträger.
Ausgespien aus den Ghettos des Ostens erschienen sie als Diebe und Hehler in der Metropole der USA. Kaftan und Pajeslocken sind abgelegt. So getarnt kann er jetzt seine schmutzigen Finger in alle üblen Geschäfte stecken. Der eigene Laden ist schnell zusammengegaunert. Die Börse ist der Tummelplatz seiner Leidenschaft, der Sucht nach Geld und Macht. Hier wird der Fleiß Millionen rechtschaffener Arbeiter in mühelosen Gewinn umgesetzt. Das ist die Welt, für die Sie kämpfen und die Sie auch in Deutschland wieder einführen wollen. Der Badoljo Jude LaGuardia, Oberbürgermeister von New York und seine Ratgeber. LaGuardia, einer der übelsten Kriegshetzer, konnte in den USA die höchsten Stufen zur Macht erklimmen. Diese Menschen wollen uns das amerikanische Jahrhundert bescheren. Durch die Explosion einer Bombe geriet 3 Tage nach den schweren angloamerikanischen Terrorangriffen auf die französische Stadt Rouen die als Bauwerk weltberühmte Kathedrale in Brand. Deutsche Soldaten bekämpfen gemeinsam mit französischen Feuerwehrmännern die Flammen und versuchen damit zum 2. Male dieses Kleinod europäischer Baukunst vor der völligen Vernichtung zu bewahren. Schon im Westfeldzug war die Kathedrale nach französischem Beschuss in Brand geraten. Auch damals wurde sie durch sofortiges deutsches Eingreifen gerettet. Blick auf die durch den angloamerikanischen Terrorangriff schwer getroffene Stadt. In einer durch Fliegerangriff beschädigten Munitionsfabrik spricht Reichsminister Speer den Arbeitern für die unerwartet schnelle Wiederingangsetzung der Produktion und die rasche Wiederaufnahme der Arbeit seine Anerkennung aus. Im Auftrage des Führers überreicht der Reichsminister Direktor Edmund Geilenberg und Direktor Arthur Tix das Ritterkreuz zum Kriegsverdienstkreuz mit Schwertern. Bei den schweren Abwehrkämpfen an der Ostfront hat sich die Flakartillerie im Erdkampf wieder besonders bewährt. Generalleutnant Reimann überreicht 2 der tapfersten seines Flakkorps das Ritterkreuz. Oberleutnant Quest und Obergefreiter Pirhofer. An der Seite des Generals schreitet der Obergefreite die Front seiner Kameraden ab. Beim Bau neuer Unterstände an der Ostfront. Bäume werden gefällt und fertigungsgerecht zugeschnitten. Die Schablone für die Stirnwände der Unterstände wird aufgelegt. Der transportable Unterstand ist fertig und wird in die vorgesehene Stellung gebracht. Dieser trockene und warme Unterstand nimmt dem Infanteristen manche Arbeit ab und besitzt darüber hinaus noch eine gewisse Druckfestigkeit und Splittersicherheit. Der Kampf in Italien. Blick von den Höhen der Albaner Berge über das Hauptkampfgelände der Schlacht um Rom. Tag und Nacht hämmert von beiden Seiten die Artillerie. Durch den Masseneinsatz von Bombern allein wird es unseren Gegnern möglich, langsam Gelände zu gewinnen.
Männer einer Fallschirmjägerdivision in ihren Stellungen. Unmittelbar vor dem Antreten zu einem Gegenangriff, durch den feindliche Gruppen abgeriegelt werden sollen. Unter dem Feuerschutz der Hornissen arbeiten sich die Fallschirmjäger und Infanteristen an den Feind heran. Artillerie greift ein. Auch die Schlacht um Rom steht im Zeichen eines erbitterten Kampfes, bei dem es unseren Gegnern trotz aller Anstrengungen nicht gelungen ist, die deutschen Verbände abzuschneiden oder zu vernichten. Nach wie vor zahlen sie jeden Gewinn mit Strömen von Blut. Jean Marin, quelles sont vos réactions devant ces actualités allemandes? Eh bien, d'abord, je suis frappé par leur diversité, par le fait qu'un certain nombre de scènes sont vraiment idylliques et pacifiques. Par ailleurs, lorsqu'il est fait allusion à la Russie, on ne sait plus très bien où les choses se passent. Il n'y a pas beaucoup de précision. En revanche, on est frappé par la mise en valeur des troupes parachutistes allemandes, comme si on pensait qu'elles pourraient servir. Mais en tout cas, ce sont des actualités qui ne révèlent pas que l'Allemagne imagine une proche échéance pour un débarquement allié sur le continent européen. Trotz des gesteigerten Luftterrors der Angloamerikaner wurden von der heldenhaft angreifenden deutschen Abwehr über dem Reichsgebiet und über den Fronten im Monat Mai 1839 Flugzeuge, darunter 1026 viermotorige Bomber vernichtet. Mit über 10.000 Mann unersetzlichen fliegenden Personals verloren unsere Gegner eine Masse wertvollsten Kriegsmaterials. Berge von Bomberschrott kommen zu neuer Verwendung in die Schmelzöfen der deutschen Industrie. Dur-Aluminium in Barren gegossen. Die Vielzahl an Flugzeugen, mit denen Deutschland überrollt und unsere Abwehr endgültig ausgeschaltet werden soll, haben weder Führung noch Truppe den alten, bewährten Angriffsgeist zu nehmen vermocht. Der General der Jagdflieger, Generalmajor Galland, Oberst Trautloff und Oberst Streib bei einer Besprechung mit dem Konstrukteur Professor Tank. Der General fliegt selbst eine Jagdmaschine, um sich von der Durchführung angeordneter Verbesserungen zu überzeugen. Besprechung der Geschwaderkommodore und Gruppenkommandeure über neue Abwehrmaßnahmen im Gefechtsstand des Generals der Jagdflieger. Generalmajor Galland verfolgt anhand der Meldungen den Einflug größerer Feindverbände. Oberstleutnant Golow. Über See fliegt die erste Feindwelle an. Marineflak nimmt das Feuer auf. Abschuss! Der von Jagdverbänden geschützte Bomberpulk kommt näher. Unsere Jagd- und Zerstörerverbände unmittelbar vor dem Start.
deutscher Verband im Anflug auf den Feind. Die Luftschlacht beginnt. Zerstörer greifen ein. Der Himmel ist vom Blitzen explodierender Flakgranaten, vom Leuchten der Geschossspuren und von den Bränden der angeschossenen Maschinen durchzogen. Angriff aus nächster Nähe. Motor in Flammen. Ein viermotoriger schert aus dem Verband und versucht durch die Wolken im Tiefflug zu entkommen. Der Jäger sitzt hinter ihm und vollendet den Kampf. Bomben fallen im Notruf. Die Feindmaschine schlägt auf. Ein Mann hat mit dem Fallschirm sein Leben gerettet. Reste eines viermotorigen, der beim Aufprall zerlegte. Die Freude über den Luftsieg lässt sie immer wieder vergessen, wie nahe in jedem Treffen auf ihnen der Tod ist. Die nächsten Feindwellen fordern erneuten Einsatz. Amerikanische Zerstörer vom Typ Lightning geben Jagdschutz. Deutsche Jäger haben den Jagdschutz durchbrochen und stürzen sich auf die viermotorigen. Flammen schlagen aus der Fläche des Amerikaners. Feindlicher Jäger. In einer wilden Kurbelei ist es einem Deutschen gelungen, hinter ihm in Schussposition zu kommen. Im Sturzflug geht der Amerikaner weg. Nach einer wilden Jagd dicht über der Erde zieht er plötzlich, immer noch von den Deutschen verfolgt, aus dem Tiefflug wieder durch die Wolken. Die Männer unserer Luftverteidigung werfen sich dem Ansturm der Massen mit der gleichen Tapferkeit entgegen wie der deutsche Kämpfer in Italien und an der Ostfront. Sie alle eint in ihrer Tapferkeit und Todesverachtung der große, gefürchtete und unvergängliche Geist des deutschen Soldaten.
Jean Marin, vous disiez que ces actualités allemandes sont extrêmement floues, mais il est vrai qu'au quartier général allemand, on ne sait pas grand-chose sur le futur débarquement, puisque les anglo-saxons ont réussi à multiplier les fausses informations, les bombardements inutiles, les leurres, et on ne sait rien. Alors, soyons plutôt maintenant de votre côté, si j'ose dire, à Londres. Vous y êtes depuis 3-4 ans. Cette expérience des Français libres, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques caractéristiques pendant les années qui précèdent le moment tant attendu où vous allez débarquer? Eh bien, le temps a duré, en effet. Il a été long. Ça a commencé le 18 juin 1940 par le fameux appel. Et ça s'est poursuivi par le développement de la France libre, de la France combattante, en même temps que se développait sur le sol métropolitain la résistance, soit à la suite de l'installation des réseaux de la France libre qui étaient placés là-bas, soit à la suite de mouvements spontanés, nombreux, de résistance, tout ça formant un ensemble déjà assez important et assez puissant, mais qui n'était pas cohérent par la force des choses. Donc, en même temps que sur le plan militaire, proprement dit, dans le ciel, dans l'air, sur la mer, les formations des Français libres se mêlaient de plus en plus au combat, étaient chargées d'ailleurs de missions de plus en plus importantes par les Britanniques à l'époque, parce que jusqu'en fin 1941, la Grande-Bretagne était seule, non seulement sur le qui-vive, mais dans la bataille. En même temps, se développait la résistance intérieure et se révélait, se ressentait davantage la nécessité de la grouper autour d'une idée et éventuellement d'une autorité centrale. C'est tout le sens qu'il faut donner à la mission de Jean Moulin, qui va intervenir plus tard, mais qui est exactement dans ce sens-là, mission qui sera magistralement conduite par Jean Moulin, patriote exemplaire et préfet avisé, habitué à diriger, à prendre des responsabilités, et qui va conduire en effet à la fédération de tous les mouvements de résistance, réseaux, etc., installés sur le sol national français. Mais à Londres même, les Français libres n'étaient pas seuls à combattre avec les Anglais. Les Français libres non seulement n'étaient pas seuls à combattre avec les Anglais, mais ils s'y trouvaient d'abord à l'image des conditions même de l'occupation allemande. On y trouvait dans l'ordre historique des coups et des invasions la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Norvège, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, tous les pays qui, tour à tour, avaient été attaqués, soit dès le début, comme la Tchécoslovaquie et la Pologne, soit après la grande offensive d'avril 1940, et qui avaient envoyé à Londres des gouvernements, les représentants, et qui étaient arrivés là-bas souvent accompagnés d'une partie de l'armée, une partie éventuellement des forces navales ou aériennes, d'une partie de tout le gouvernement du moment, et qui venaient se réinstaller à Londres, et souvent même des présidents de chambre ou de délégations de parlementaires importantes. D'une certaine façon, donc, la France libre se trouvait dans une situation, j'allais dire, d'infériorité relative au point de vue statutaire. Oui, n'eût été la France, elle était certainement dans une situation minoritaire et inférieure. Elle ne disposait pas des mêmes atouts, pour des raisons évidentes, puisqu'il y avait dans sa précarité et sa singularité un gouvernement en France, le gouvernement du maréchal Pétain, mais qui allait très, très rapidement se révéler être le gouvernement d'abord de la Révolution nationale, ça c'est une chose, mais surtout le gouvernement de la collaboration, et qui fonderait toute son ambition sur la réussite et le développement de la collaboration. Au moment où nous sommes, ces problèmes ont-ils été complètement surmontés? Apparemment pas, puisque... Au moment où nous sommes, c'est-à-dire à la veille du débarquement, l'aspect juridique de ces problèmes a été mis au point afin de permettre, dans une très large mesure essentielle, la notion d'État, de gouvernement. En ce sens que
les juristes de la France libre, et aussi ceux de ces pays d'Europe qui sont très solidaires de la France libre, qui suivent la France libre, comme ils aimaient bien se réunir autour de la France, naguère, avant le conflit, ont réussi à mettre au point une théorie assez remarquable qui ne tournait pas, bien sûr, le droit international, mais qui permettait à une théorie juridique sérieuse de se voir confirmée par le droit international. Le soin en avait été confié par le général au professeur René Cassin, qui lui était un orfèvre en la matière, c'est un professeur de droit international, et qui, autrefois, à la fin de la guerre précédente, avait été l'un des auteurs de la constitution du nouvel État créé, qui s'appelait la Tchécoslovaquie. Donc c'était lui qui était chargé de ça. Et à mesure que les choses se développaient, et en particulier que le comportement de Vichy se manifestait tel qu'il devait être, dans sa finalité, on met au point la théorie suivante, celle de la France libre, de la France combattante, gérant provisoire des intérêts français que l'État français, c'est-à-dire celui de Vichy, n'était plus en mesure d'incarner, de représenter ou de défendre, dans la mesure où la pierre angulaire de sa politique était la collaboration avec l'ennemi en armes, vainqueur, ou réputé tel, et occupant le sol national. Si bien que cela était suffisant pour qu'on soit déjà chez les Alliés en train de mettre au point la reconnaissance. Avec cette notion très importante qu'il faut rappeler, que dès le premier jour, la Grande-Bretagne et les membres de l'Empire britannique avaient accompli dans l'État et immédiatement au moins une certaine reconnaissance de la France. Oui, mais eux auraient moins de difficultés à s'adapter à la situation nouvelle que les Américains qui, eux, avaient leur ambassadeur à Vichy. Et quel ambassadeur, représentant personnel du président Roosevelt, l'amiral Leahy, et qui était là-bas persona grata, et dont il faisait, il faut bien le dire, du chef de l'État français, un personnage tout à fait respecté, et tout à fait entouré de leur prévenance. il y a des séquelles d'ailleurs de cette politique jusqu'à la date où nous sommes. On va en avoir la confirmation en regardant les actualités américaines. On va bien voir la place qu'elles font aux Français, qui est très réduite, et ça nous permettra de mieux savoir comment, grâce à vous, un peu grâce à vous, ces problèmes ont été résolus. Europe. This is the wall of a Nazi fortress. All the skill of a brutally great military and engineering people have gone into the construction of this wall. Today, boys from New York and London, from Seattle and Manchester, from Toronto and Montreal, from Marseilles, Warsaw and Prague, from Narvik, and from thousands of other Allied homes are doing what Hitler and Napoleon dared not do: cross the waters of the English Channel and attack the fortified coast on the other side. The target is the German army and its leaders, who are probably not smiling today. In the hills of Persia last December, today's fighting on the coast of France was planned and put on the Allied calendar. In Britain, the dispossessed soldiery of Europe prepared for the voyage home. The Dutch, the Poles, the Czechs, the Norwegians remembering the bitter spring of 1940. From the New World came the Americans, and on their own soil, the British, who prepared for a different invasion 4 years ago. All waiting for the signal from the men who had beaten the German in Africa, Sicily and Italy,
and were now turning their attentions to the Germans in the west. Invasion was every freighter, luxury liner, transport we could lay our hands on. Invasion was the Navy and Coastal Command aircraft fighting their unending war with the Nazi submarine fleet over all the sea and air highways to Britain. Invasion was the Navy winning that war and making safe landfall with iron treasure from America and the British Commonwealth. The smoky docks against which the Nazis had vainly sacrificed the cream of the Luftwaffe rumbled with the weight of British and American arms and equipment. GIs and lance corporals and grizzled civilian longshoremen worked the cranes and hooks that swung the martial wealth of the free world onto the soil of Britain. Here was Montana's copper, Australia's wheat, Pennsylvania's steel, Texas cattle, the nimble fingers of the women in the aircraft factories of California, the sweat and muscle of the Canadian mines. Here was the loaded and crated determination of the United Nations to come to a decision this year in Europe. Here were the men who had come to stand side by side with their allies, facing the European coast from the Arctic tip of Norway to the Bay of Biscay. Day and night, the labor went on. At night, too, other guests prepared to visit the Führer without invitation. With Britain's young heroes flew the men of the Royal Canadian Air Force and the Royal Australian Air Force, and backing the enormous flow of highly trained flying men into the operational squadrons was the great British Commonwealth Air Training Plan, its training fields stretching across Canada from coast to coast. The RAF, Avengers of Warsaw, Rotterdam, Coventry, London, penetrated night after night through the dark weather over Europe to pound the strategic factories and concentration points of Hitler's empire. The aircraft factories, the munition works, the truck assembly plants, the power plants, Munich, Hamburg, Cologne, Nuremberg, Brunswick, Frankfurt, Hanover, Essen, Berlin. Along the bombed roads of Britain, the star, now worn not only by American but by all Allied vehicles, became as familiar as the advertisement for Bass's ale. On rubber and steel, the goods of war rolled to dispersal and distribution points throughout Great Britain, there to be stored against a day of need. Countless man-hours, tremendous feats of energy and organization went into the job of supplying the greatest invasion force in history. From Allied factories flowed the weapons of freedom. The vast potential of the American industry was being realized and added to the output of Great Britain. Night and day, the vast business of assembly went on in preparation for the coming attack. And to carry all this, locomotives, freight cars for the railway lines of the continent. Invasion was piled high in Devon and Cornwall, in London and Liverpool.
Invasion stretched its long lines of tanks and guns and vehicles down the rolling English roads. To the enemy, a growing menace. To the Allies, the climax of years of endurance and endeavour. These great stores had to be protected from German air attack. Men of the Home Guard, women of the ATS and Americans stood to the guns. In the waters round Europe, a naval wall was built and maintained. Nowhere, not even in the coastal waters of Germany, could the enemy move with impunity. Mines from aircraft and patrol vessels. Warships of all the Allies relentlessly met each challenge on the sea. Jean Marin, ce petit drapeau de la France libre, c'est bien le seul témoignage fugitif que les actualités américaines donnent de la présence française dans la guerre. C'est vraiment peu. Ce sont les Américains qui font l'information pendant cette guerre à partir de maintenant. Et du même coup, ça traduit en quelque sorte l'écart qu'il y a entre l'Amérique et De Gaulle. Comment vous, Français libres à l'époque, vous ressentiez ça? D'abord, en face de cette photographie, je la trouve nécessaire, bien sûr, et suffisante par rapport à notre fierté et au sentiment des choses que nous avons accomplies. Mais il est bien évident que la citation, qui en effet est brève. Ici, nous avons un document qui émane manifestement, du moins par rapport à l'autorité supérieure, des Américains. Mais il ne faudrait pas s'imaginer que ça veut dire que les Américains étaient des gens que nous détestions, vis-à-vis de qui nous n'avions que des pensées aiguës. Nous avions souvent des pensées douloureuses, bien évidemment, parce qu'ils étaient très exigeants, très sévères, et une petite tendance à réduire la part réelle, tout de même, de l'effort de la France, et surtout l'importance de la perspective de l'espérance de la France. Bon, cela étant dit, tout ça était ordonné autour d'une certaine politique qui s'appelait la politique personnelle du président Roosevelt, et on sait très bien que cette politique personnelle du président Roosevelt, non seulement n'était pas favorable à n'importe quelle solution concernant l'avenir de la France, il avait des idées là-dessus, et en tout cas était résolument, systématiquement et parfois cruellement hostile à toute espèce de responsabilité ou de pouvoir représenté par le général de Gaulle. C'est les choses de la vie, comme dit Paul Guimard, c'est pas grave, mais c'est important. Et ça peut faire mal de temps en temps. Mais en même temps, vous imaginez bien que nous n'étions pas assez stupides, ni ingrats d'ailleurs, pour ne pas penser aussi aux Américains comme des camarades de combat, ce qu'ils étaient à part entière et fort galamment et fort courageusement. Et donc, beaucoup étaient tout à fait fraternels vis-à-vis des Français, de même qu'à Washington et à New York, une organisation comme France Forever, qui était entièrement composée d'Américains et d'un nombre immense d'Américains, et qui était une organisation puissante au sein de l'Amérique, défendait les résistances françaises, les combattants français, la France libre, la France combattante, vraiment de toutes ses forces. Minesweepers cleared the lanes for our own shipping, our own landing craft, whilst motor torpedo boats, destroyers, cruisers, battleships, and aircraft slammed the waning and bedeviled sea strength of the German power. Crippled and bleeding, the German Navy clung to its harbors. Every day was D-Day for the Air Force. From dawn to dawn, the sound of aeroplane engines filled the air. England, now a green and pleasant, unsinkable aircraft carrier, launched immense fleets of planes to scourge the enemy in Europe, blow down his factories, tear up his railroads, explode his ammunition dumps, fight his air force out of the sky,
kill his troops wherever they were to be found. No city in German Europe was safe against the onslaughts of the Dominion and American Air Force and the RAF. Long-range fighters swept the skies all the way to Berlin for the daylight raiders and the forts and liberators. Highways to Germany were lined with flak, and the best pilots of the Luftwaffe still hurled themselves against the fire of the Fort's 50s and the Lightning's cannon. But the bombs were dropped. On the oil refineries, the aircraft factories, the ball bearing plants. On Schweinfurt, Bremen, Kiel, Wilhelmshaven. On the German production centers in France. Beating Nazi war industry to its knees with a merciless arithmetic of bomb tonnage. Jean Marin, à la veille du débarquement, ces actualités font peu de place à la France, à part ce drapeau que l'on a vu. D'ailleurs, les forces françaises ne sont pas citées. Et lorsque Eisenhower écrit sa proclamation, au moment du débarquement, le texte implique que les territoires libérés seront, au fond, sous commandement américain. Fureur de De Gaulle, naturellement, puisque ça va contre toutes ses idées. Sans doute ce texte s'applique à tout le monde, mais lui, il voit que ça va contre ses idées, c'est-à-dire la souveraineté de son gouvernement, et une crise éclate. Vous pouvez nous en dire quelques éléments? Oui, voilà, la crise éclate en effet par la force des choses, mais elle était latente. Alors, la déclaration d'Eisenhower qui s'adressait à tout le monde, et qui annonçait l'entrée en service, si je puis dire, de la fameuse Amgot, était absolument incompatible avec ce qu'avait été le comportement de la France libre, du général de Gaulle notamment, et d'abord vis-à-vis de toutes les phases du conflit et de tous les éléments en cause. L'Amgot, qui est un mot composé de lettres, qui est un sigle, était l'instrument politique à la disposition du commandement suprême allié et destiné à lui permettre de régler tous les problèmes d'occupation du sol des territoires libérés. Autrement dit, est-ce que ça allait être des autorités françaises qui allaient incarner la souveraineté, ou est-ce que nous allions être placés sous le commandement indirect des autorités américaines? Très exactement. Cela étant dit, il faut bien savoir que la déclaration d'Eisenhower était, je ne veux pas du tout en réduire l'importance, mais elle était passe-partout et assez bien dans l'usage conforme à son emploi. Il était chef de toutes ces armées qui se baladaient, qui allaient, je sais pas si j'ose dire, qui allaient débarquer. Il les encourageait. Il avait besoin des pays qui allaient débarquer, il les saluait. Bon. Mais l'intention politique était telle qu'il n'y avait pas de place pour la manifestation, pays, par exemple, d'un appel à la population pour qu'au nom de l'intérêt de ce pays, on se levât et que l'on aidât les troupes alliées qui débarquaient. C'était non seulement de la fierté nationale, mais c'était aussi de l'intelligence militaire et politique. Il y avait beaucoup plus de percussion, de force dans un appel d'un Français aux Français à propos de ce débarquement, que, quelle que soit la reconnaissance qu'on peut avoir pour les États-Unis, que dans le discours du général Eisenhower. Les Anglais étaient soumis au commandement suprême, mais leur intention était d'aider le général de Gaulle, et cela depuis longtemps. Même au moment où il arrivait que Churchill était un petit peu en arrière de la main.
Ça a joué à ce moment-là. Et on peut dire, en simplifiant beaucoup, et sans être d'ailleurs capable d'apporter des textes de démonstration, tout ça est dans la nuance, tout ça, et je ne dirais pas l'ambiguïté, parce que ce n'était pas ambigu, c'était clair, mais enfin, dans la modération. Les Anglais ont tout fait pour empêcher l'application de l'Amgot à la France, l'Amgot dont Churchill, dans les conversations privées, disait c'est une sottise américaine. Donc il n'avait pas d'illusion. Toujours est-il que d'abord, sur son élan et à son habitude, parce qu'il ne demandait pas l'autorisation, le général, parce qu'il s'agissait de la France, il se saisissait de son droit. Le général a parlé seul. Et il s'est trouvé qu'il a pu le faire à la BBC. Et il a dit aux Français combien ils étaient heureux que les Américains arrivent, bien entendu, et les Alliés. Et puis ensuite, les choses sont allées vite. Le débarquement a eu lieu. Le premier verrou installé du front nouveau était tenu par le choix des Anglais, dans le domaine où ils pouvaient avoir des décisions militaires, était tenu par des commandos français. Il y a eu là un débarquement d'un groupe de 300 commandos français qui ont tenu le pont de Pégase, Pegasus Bridge, qui était le verrou à l'entrée de la rivière de Caen, du front du débarquement à ce moment-là. Ensuite, Eisenhower savait déjà depuis quelques jours et commençait à indiquer à Washington que c'était un peu curieux de traiter peut-être les Français de cette façon-là. D'autant plus commençait-il à dire clairement et peu à peu avec une plus grande véhémence à ses autorités américaines, d'autant plus que maintenant je sais ce que représente la France libre, la France combattante, sous la forme de sa résistance intérieure. Cela représente pour moi un appoint de 15 divisions. Et quand on a les responsabilités que j'ai, un appoint de 15 divisions n'est pas négligeable. Et on fait tout ce qu'il faut pour que la population autour soit favorable à ceux que ces 15 divisions vont aider, c'est-à-dire nous, les Alliés qui débarquons. Grâce tout d'un coup largement au général de Gaulle, à la résistance qui avait fait connaître à Washington qu'elle était résolument derrière le général de Gaulle, grâce, évidemment, et depuis longtemps, à nos amis britanniques, et disons-le aussi tranquillement, grâce à beaucoup d'Américains, dont Eisenhower, l'Amgot s'évapora en quelque sorte. Elle ne fut plus contraignante, on n'en parla plus, et la mission militaire de liaison administrative française, la MMLA, fut en France chargée, avec l'accord des Alliés, d'appliquer le dispositif français décidé par le gouvernement provisoire de la République française, encore installé à Alger. Merci Jean Marin d'avoir abouti au fond au moment le plus difficile, si j'ose dire, des rapports entre De Gaulle, les Alliés et la conjoncture générale, et nous avoir fait comprendre comment la souveraineté est revenue sur notre sol. La prochaine fois, c'est-à-dire demain, dans une soirée spéciale consacrée au débarquement, Histoire parallèle montrera les actualités de plusieurs pays belligérants.